Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il semblerait, selon William Booth, que 60 à 80 000 prostituées existaient en 1890 seulement pour la ville de Londres. Alors, c'est difficile d'avoir un chiffre exact, évidemment, parce qu'il y a la prostituée qui en fait son métier, et puis il y a l'occasionnelle, celle que, évidemment, on ne peut pas quantifier. Ces femmes, ces infortunées, comme on les appelait, peuvent gagner autant d'argent en une nuit qu'elles le feraient en une semaine de travail. Ça aussi, c'est important et c'est à prendre en compte. Mais le prix à payer, vous l'imaginez bien, s'avère souvent redoutable. Les maladies vénériennes, qui sont légion à cette époque-là, la syphilis qui fait des ravages en cette fin de 19e siècle, je vous parle pas non plus de l'alcoolisme. On a les photos, bien sûr, des victimes, dont je vais parler dans un instant, qui sont édifiantes. Elles sont âgées d'une quarantaine d'années. On a l'impression qu'elles paraissent en avoir 20 de plus. L'une des victimes de Jack l'Éventreur, Mary Kelly, aimait raconter qu'à son arrivée à Londres, elle s'était liée d'amitié avec une Française qui l'a fait travailler dans une maison du West End. Et après, un placeur l'a emmenée en France, où elle n'est pas restée longtemps, elle est revenue à Londres. Et si elle ne travaillait pas en maison, eh bien les prostituées de l'East End opéraient en plein air, dans les impasses, dans les ruelles. Des ruelles qui sont donc peu éclairées, ces ruelles de Whitechapel. Pour ça, elle s'adossait, je vous préviens, dans cette émission, je vais vous donner un maximum de détails. Ça va souvent être sordide, voire extrêmement sordide, voire on ira jusqu'au bout, donc c'est vraiment pas une émission à mettre entre toutes les oreilles. Donc je disais qu'elles s'adossaient contre un mur, relevaient leurs jupes, et vous avez les souteneurs, les procureurs ou les ponces, comme on disait à l'époque, qui proliféraient à l'affût de chair fraîche et qui traitaient les prostituées avec violence. C'était souvent, et bien entendu, une prostitution qui n'était pas volontaire. Vous avez pas mal d'enfants, de garçons, de filles qui, comme ça, se voyaient enrôlés de force dans des bordels, qu'ils aient été vendus d'ailleurs par leurs propres parents, voire cueillis dans des orphelinats. Beaucoup d'orphelinats à cette époque-là, puisqu'il y avait eu des lois. Je vais pas refaire l'histoire de Londres, mais il y a eu quelques lois qui, parce que un ou deux enfants étaient morts à cause de l'hiver, dehors. Donc des lois avaient interdit maintenant que les enfants dorment dehors, il fallait absolument leur trouver des hébergements. Or ces hébergements, il suffit de lire Charles Dickens, ces hébergements étaient épouvantables et donc très souvent, on venait les chercher sous prétexte d'un travail comme employé de maison et on devine facilement quel type de maison il s'agissait. Pour les femmes, donc, qui travaillaient dans la rue, il y avait aussi le risque de se faire dérober leur butin. Maigre butin, c'est vrai, mais butin quand même. Et vous avez des gangs, vous avez des bandes d'adolescents spécialisés comme ça dans les attaques de prostituées. Et ces vols s'accompagnaient souvent de violences, puisque la victime était presque toujours immédiatement frappée à coups de gourdin. Curieusement, les meurtres de Jack l'Éventreur ont eu des conséquences en fait positives pour l'East End londonien, c'est vrai, les forfaits vont servir de catalyseur pour unifier l'action des réformateurs de tous bords, grâce à la pression à la fois de l'opinion publique qui est horrifiée des descriptions contenues qu'on retrouve dans la presse, et justement la presse, toute cette vie de Whitechapel s'ouvre d'un coup, il y a un éclairage, un zoom qui est fait, un coup de projecteur qui est mis sur Whitechapel et d'un coup on découvre l'horreur de ce quartier. La première des priorités, justement, ça a été d'éclairer les ruelles et les impasses obscures, et on a comme ça, dès le 18 août 1888, la puissance d'illumination des lampadaires qui sont situés au carrefour, alors je ne vais pas vous les donner, de pas mal de lieux, et autres lieux d'ailleurs où l'éventreur a commis ses forfaits, évidemment, eh bien ces lieux ont été doublés. En novembre 88, il y a une subvention de 2200 livres sterling qui est votée pour l'achat de nouveaux lampadaires, dont l'installation s'achève en mars 89, ça va quand même assez vite. Parallèlement, vous avez les enclaves les plus sordides de Flower, de Dean Street qui sont démolies dans les années 89-90. En 92, vous avez de nouveaux logements qui sont construits et prêts à recevoir leurs locataires, des locataires à des prix modérés. Le sort des enfants abandonnés, c'est ce que je vous disais, est examiné par les parlementaires, des lois sont promulguées pour les protéger, mais malgré toutes ces améliorations, l'endroit l'East End reste encore un quartier déshérité, malfamé très longtemps, que ce mystérieux assassin, bien entendu, va mettre en plein jour. Comme je vous le disais, Jack London, même encore après 1900, va nous raconter ce qui se passe dans ce quartier.
Alors vous avez, c'est vrai, ce monde-là, cet univers social qui est difficile, extrêmement difficile dans ce quartier, mais vous avez aussi le monde politique. Vous avez des forfaits, beaucoup de, on va dire, il n'y a pas que Jack l'Éventreur, hein, ça paraît pas comme ça d'un coup. Vous avez beaucoup d'autres horreurs qui sont commises dans ces années-là, entre 87 et 88, sans que ça atteigne la notoriété également qu'on a connu avec Jack l'Éventreur, et on va voir pourquoi. Et la plupart de ces forfaits sont à peine mentionnés. On les retrouve, quelques lignes dans la presse. Vous avez une femme qui est éviscérée à Whitechapel pendant la semaine de Noël 87. Vous en avez une qui est poignardée à plusieurs reprises dans la gorge, dans sa chambre, en mars 88, par un homme d'une trentaine d'années. Vous avez 2 meurtres qui sont d'ailleurs attribués à Jack l'Éventreur parfois. Ceux de Emma Smith et de Martha Tabram en avril et en août 88. Alors, la question, c'est pourquoi cette célébrité de Jack l'Éventreur ? Vous avez 2 aspects extrêmement importants, je parlais de politique dans un instant et j'y viens. 2 aspects très importants, souvent d'ailleurs négligés dans la plupart des études, dans la plupart des livres historiques, et c'est dommage d'ailleurs parce qu'ils concernent la police, et il concerne la presse. Ces 2 organes-là ont des rapports extrêmement antagonistes parce que ils s'affrontent, et tout ça cristallise la société. Si vous voulez, vous avez ceux qui sont partisans de l'ordre et puis ceux qui sont partisans d'autre chose, non pas forcément du désordre, mais d'un autre ordre, bien sûr. Alors on va commencer à regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la police. Dans les années 1850, la plupart des jeunes hommes, on va dire, essayaient de s'engager dans la police, et ces gens-là provenaient de classes laborieuses. Alors évidemment, leurs parents les encourageaient comme ça parce que ils voient la sécurité de l'emploi, si je puis dire, des salaires de 15 shillings par semaine, ce qui est pas rien, mais ça reste pas beaucoup, hein, on a vu. Pour des salaires, ils devaient travailler 7 jours sur 7. Leur patrouille les faisait effectuer des marches extrêmement importantes, à pied, pouvant aller jusqu'à 30 km par jour. Jusqu'au début des années 80, les jours de repos n'existaient pas. Et si un policier tombait malade, il était tout simplement pas payé durant son absence. Voilà le monde réel tel qu'on l'a à cette époque-là, qui est à prendre en compte, bien sûr, dans l'histoire que je raconte. L'East End londonien, donc la pauvreté, la surpopulation, la prostitution, les gangs de voleurs, tout ça, les quartiers, les ruelles quasiment pas éclairées, l'alcool qui représente bien sûr à côté l'échappatoire, tout ça amène une atmosphère oppressante, une atmosphère violente, où la police est malvenue. On a toute proportion gardée, sans faire de politique. Encore une fois, hein, c'est pas le lieu, mais on peut voir aujourd'hui, dans pas mal de pays occidentaux, des quartiers qui sont des quartiers où la police ne va pas, où la police n'ose plus aller pour des tas de raisons. Et la misère n'est évidemment heureusement pas la même, bien entendu, et heureusement, mais on a ça, on peut comprendre, en tout cas, on peut avoir un aperçu de ce que ça voulait dire. Les officiers de cette époque-là interdisaient à leurs hommes de patrouiller tout seuls dans certaines artères de Whitechapel, qui étaient de véritables coups de gorge pour les représentants de l'ordre. Et c'est donc au sein de ces quartiers d'infamie, comme il était écrit, que devait opérer notre Jack l'Éventreur. Londres, sachez-le, était administré par 2 forces de police totalement indépendantes l'une de l'autre. Vous avez la City of London Police, qui a la compétence juridique, hein, qui s'étend sur environ 4 km² au nord du London Bridge, dans le cœur de la City. Et vous avez la Metropolitan Police, qui est fondée en 1829, qui est assez jeune, hein, qui couvre la très grande majorité du territoire du Grand Londres. La Metropolitan Police, on l'appelle communément Scotland Yard, est dirigée par un commissionneur, l'équivalent d'un préfet de police, si vous voulez, qui répond directement aux ordres du Home Secretary, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur. Voilà les réalités des choses. Le 29 mars 86, vous avez Sir Charles Warren qui prend ses fonctions en tant que chef de la police londonienne. C'est un militaire de carrière, je ne vais pas vous faire tout son CV, hein. Il a été rappelé du Soudan, enfin voilà, donc un militaire, un homme qui aime l'ordre, etc. Et c'est lui qui va réorganiser la Metropolitan Police pour la rendre plus efficace. Et quelques mois après son entrée en fonction, le gouvernement libéral qui l'a nommé est battu aux élections et remplacé par les conservateurs, dont le Home Secretary, Henry Matthews, déteste Charles Warren. Et les relations entre les 2 hommes vont se détériorer petit à petit pour atteindre leur point culminant, devinez quand,
en 1888. Vous voyez, la politique est aussi importante pour comprendre peut-être un peu je vais pas dire le bordel, mais pour comprendre le fait que on a du mal à appréhender un homme. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.